Bonjour à tous, bonjour. Alors, je vais ouvrir mon petit dossier. Vous allez bien? C'était un petit oui quand même. On va parler de la confiance. On va parler de la confiance entre l'humain. On va parler de la confiance entre l'humain et l'intelligence artificielle. Vous savez, avant de monter sur scène ce matin, quand j'ai préparé le débat, j'ai posé une question à ChatGPT pour m'aider à préparer le débat. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas le temps de chercher de citation. Donne-moi une citation de Einstein, s'il te plaît, qui parle de la confiance en la technologie. Il m'a dit, la confiance excessive dans la technologie peut être aussi distincte, la confiance excessive dans la technologie peut être aussi destructrice que son absence totale. Alors évidemment, vous vous en doutez, cette citation n'existe pas. Mais dans ce contexte, finalement, comment faire confiance à l'IA? Comment faire confiance à notre intelligence humaine au regard d'une dite intelligence artificielle? À l'aube de chaque renouveau technologique, l'humain observe. Il expérimente, certains adoptent, d'autres rejettent, certains même restent indifférents. Bien qu'ils aient tous des réactions différentes, ils expérimentent tous, de manière directe ou indirecte, ce premier contact. Vous savez, ce premier contact qui interroge, ce premier contact où on se dit, ce premier contact qui nous questionne, qui questionne notre passé, nos habitudes, et en le regardant, ce premier contact, on se demande, est-ce que je peux avoir confiance ? Et est-ce que, plus précisément, je peux avoir confiance quand une intelligence artificielle me recommande un film sur un site de streaming? Est-ce que je peux avoir confiance quand une intelligence artificielle me propose de rencontrer une nouvelle personne sur une application de rencontre? Est-ce que je peux avoir confiance quand une intelligence artificielle me dit que j'ai un cancer sur une radio? Une machine qui souvent on ne comprend pas, mais avec laquelle on doit faire confiance au sujet de décisions intimes. Intimes mais aussi globales, parce que l'IA a des impacts sur le monde autour de nous. Donc en plein cœur de cette rupture technologique, finalement, comment créer de la confiance entre intelligences? C'est tout le sujet des 90 minutes qu'on va passer ensemble. Je me présente très brièvement, je m'appelle Anis Ayari, je suis créateur de contenu sur YouTube, je suis ingénieur en IA depuis 10 ans, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Defend Intelligence, on expérimente des concepts autour de l'intelligence artificielle. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai fait parler 4 profils d'IA sur des applications de rencontre à 14 000 personnes sur une application de rencontre. Et je me suis questionné quand j'ai vu que des gens, finalement, faisaient confiance à des machines pour leur faire ressentir quelque chose de très intime, qui est l'amour. Pendant ces 90 minutes, on va échanger avec un panel de 4 personnes que je vais vous introduire tout de suite et qui vont monter une par une sur scène dès que j'arrive à retrouver mes notes. Parce que j'ai beaucoup de papier. Tac. Alors on va accueillir Yoël Barral, qui est diplômée de l'école polytechnique et de l'université de Stanford, qui est directrice de la recherche en intelligence artificielle chez Google DeepMind. Elle travaille notamment chez Google DeepMind dans le domaine de la santé. Elle dirige une équipe de chercheurs répartis en Europe et en Amérique du Nord. Elle est l'auteur de plusieurs brevets dans des domaines comme la santé maternelle, la pathologie numérique, la robotique chirurgicale et l'imagerie médicale. On peut l'accueillir sous vos applaudissements. Bonjour Joël.
Ensuite, on va... il marche le micro, c'est bon? Je pense. Ok, Bonjour parfait. On va accueillir Paolo Bellanti, qui est prêtre, membre du tiers-ordre franciscain, qui est détenteur d'un doctorat en théologie morale pour sa thèse Le cyborg, corps et copro... Alors le mot est compliqué. Corps et corporéité dans l'ère post-humaine. Il est notamment conseiller du souverain pontife au sujet de l'intelligence artificielle et il est notamment à l'origine de l'appel de Rome pour une éthique de l'intelligence artificielle. Et il est depuis 2023 aussi membre du comité consultatif sur l'intelligence artificielle des Nations Unies. On peut l'accueillir sous vos applaudissements. Hi Paolo. Bonsoir. Ensuite, on enchaîne avec Sylvain Duraton, qui est directeur monde de BCGX. Sylvain a notamment dans ses équipes 3000 talents de la tech, répartis dans plus de 80 villes. BCGX qui construit des plateformes et des logiciels pour répondre aux plus grands défis des entreprises. Il est notamment diplômé aussi de l'École Polytechnique des Mines de Paris et il est aussi membre du conseil d'administration d'Aurore, l'une des plus grandes ONG françaises qui vise à réduire la pauvreté et améliorer l'accès au logement. On l'accueille là avec vos applaudissements. Et enfin, on accueille, je ne sais plus parler français moi, on accueille Christelle Edman, qui est aussi diplômée de l'École Polytechnique de l'École nationale des ponts et chaussées, qui a notamment commencé sa carrière aussi au BCG, chez Alcatel, qui a fait une longue carrière chez Orange, qui est directrice générale, qui est passée directrice générale Europe Opération du groupe en 2021, et en 2023, et ensuite elle a quitté son poste pour la direction générale du groupe Orange un an plus tard. Et en 2023, elle présente le plan stratégique du groupe baptisé Lead the Future, qui a pour ambition de valoriser l'excellence reconnue dans son cœur de métier et de croître durablement en Europe, Afrique et Moyen-Orient. On peut l'accueillir aussi sous vos applaudissements. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, le débat, il va s'articuler comment? Il va s'articuler pendant 20-25 minutes avec des questions générales que je vais poser au panel, qui vont ensuite pouvoir se les répartir, répondre un peu de manière libre, comme vous voulez. Ensuite, on aura un temps pendant environ 30 minutes où on a des étudiants panélistes qui sont devant nous, qui ont des questions. Chacun pour une personne du panel à laquelle ils vont devoir répondre. Et ensuite, c'est vous, le public, qui pourrez poser des questions directement à notre panel à ce sujet. Est-ce que ce programme vous convient? Oui, ok. Je vais essayer de vous réveiller un peu, parce que tout à l'heure, le bonjour, il était un peu... Hein. Alors, première question d'ordre général. On va mettre les pieds dans le plat directement. La défiance envers l'IA est-elle légitime selon vous? Je précise ma question. La plupart des innovations que nous utilisons au quotidien ont fait l'objet d'inquiétudes à leur apparition. On pense à Internet, on pense aux appareils connectés, on pense à l'imprimerie, on pense aux ludites aussi, mais on finit par se développer avec des bénéfices qui surpassent finalement les dérives. Pourquoi l'IA ferait-elle exception? On va commencer par la première personne qui met le micro à sa bouche. Moi, je peux commencer puisque, effectivement, non, toutes les avancées technologiques peuvent faire peur. Elles ont toutes fait peur, vous l'avez rappelé. Et donc, l'IA, de ce point de vue-là, ne fait pas exception. Et c'est vrai qu'il faut garder un œil critique parce qu'il y a des vrais sujets d'éthique. Je pense qu'on va en parler. Maintenant, quand on est évidemment opérateur télécom, tous les jours, on se pose ces questions de la relation de confiance qu'on a avec nos clients, les enjeux de la vie privée, mais aussi les enjeux de la sécurité. Et on voit que l'IA, en fait, démultiplie quand même le champ des possibles, le champ des risques. Donc, il y a des vrais débats de société à avoir. Donc, voilà, ces questions sont légitimes. Je pense pas qu'on ait eu les mêmes débats, d'abord parce qu'on n'était pas dans un monde où la technologie allait aussi vite. Et je pense qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui le champ des possibles qu'apporte l'IA. Et quelque part, c'est pour ça aussi qu'on est peut-être plus vigilant à juste titre. Pourquoi l'IA ferait-elle exception aux anciennes innovations technologiques? Alors moi, je rejoins tout à fait Christelle sur la prudence plutôt que la défiance. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une technologie nouvelle, donc ça appelle à la prudence. En tant que scientifique, en tant que chercheuse, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec l'IA et toujours en cherchant à mettre l'IA au service d'un problème qu'on cherche à résoudre.
Et donc je crois qu'il n'y a rien d'inéluctable, c'est-à-dire qu'il faut commencer tous ensemble à se demander quels sont ces problèmes qu'on va vouloir résoudre avec l'IA. Et c'est pour ça que je trouve très important qu'il me semble des gens d'horizons très différents se rassemblent comme aujourd'hui pour discuter de cette technologie. Et qu'ensuite, tous ensemble, on décide des problèmes, des grands défis de notre temps, que ce soit les défis climatiques, l'énergie, la santé, où on n'a pas vraiment de bonnes réponses. Comment l'IA va nous permettre va nous permettre de les affronter, va nous permettre d'y faire face, et puis dans quel cadre, avec quelles règles, pour qui, avec qui. Et donc ça, c'est sûr qu'il faut arriver à faire que le plus grand monde comprenne cette technologie pour s'en emparer comme un outil. Paolo? Well, bonsoir. I prefer to speak a bad English than worse French. Well, I would like, as an ethicist, simple to change a little bit the question. You know, like Socrates, the first ethicist, we have to ask, what is it to the reality? And to answer what is it, I would like to stress to you that probably more than the new things that are in our reality, we have a perception that reality is changing. AI is the last chain of a transformation of reality started with computation. Just let me give you a couple of examples. If you enter in one of the really big markets that are on the street, Carrefour or something like that, when you go to the cashier systems are not simple a cashier. It's a computer software. If that software breaks, the nature of the place is changed forever. It's not anymore a shop. It's a warehouse. Nothing can get out. Nothing can get in. Try to buy a Tesla. Before, when you buy a Renault, you buy a special piece of hardware. Any optional is a different piece of hardware. More horsepower, less horsepower. I'm a mechanical engineer, so I love more horsepower. Well, now when you buy a Tesla, all the cars are the same. You get new function when you download software, and you pay something every month. And the software gives you new function on the reality. It's the smartphone. But here, we have something that is changing the structure of power in society. Because you own the hardware, but you just have a license on the software. So, usually from Roman law, when you own something, you have the right to use, the right to abuse, to destroy it, the right to fruits, to get the value of what you do with that things. Try to think to a smartphone. You can destroy it. They are happy. You will buy a new one. But if you go to use it, depending on one of the major brands you own, you can do something or you can't do something else. But fruits are not yours. It's the platform economy. Well, now, such kind of software become intelligence. That means that can follow someone else's ends with other means. Behind the question you raise, there is, okay, something that scares us because it's new, but there is also a new perception of the chain of power in society because we live in a software-defined reality. And this is the main question that we have to ask to a society. Sorry. Alors on a une traduction en direct. Ça écrit beaucoup. I saw the face that say yes, yes, yes. Ça va être traduit pour tout le monde. Non, il ne fonctionne pas. Je vous donne le mien. Je suis désolée, je préfère m'exprimer en mauvais anglais qu'en français, qui serait peut-être encore pire. Désolée. Bon, en tant que... Enfin, moi, je m'intéresse, je suis spécialiste des questions d'éthique notamment, et j'aimerais qu'on parle de ce changement, de cette évolution, en réfléchissant au type de questions que Socrate poserait, en se demandant, lorsqu'il y a un changement, qu'est-ce que ça signifie exactement, qu'est-ce que l'objet de la réalité. Et je dirais que notre perception des choses aujourd'hui, c'est qu'avec l'IA, les choses sont en train d'évoluer. Mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est simplement la dernière étape d'une révolution qui a été lancée avec l'informatique. Et je voudrais utiliser quelques exemples concrets pour vous expliquer un petit peu ces changements. Si on prend dans un supermarché une caisse de supermarché, en fait, ce n'est pas simplement une caisse. Ce qu'il y a
derrière, la caisse de supermarché, c'est un logiciel. Et si le logiciel de la caisse de supermarché se mettait à ne plus fonctionner, en fait, c'est la nature même du lieu qui finit par évoluer. C'est-à-dire que ça n'est plus un magasin. À ce moment-là, si vous n'avez plus de caisse, ça reste un entrepôt. Et je vais vous donner un autre exemple. Si vous achetez une Tesla aujourd'hui, eh bien c'est bien différent de l'époque où on achetait une Renault, par exemple, une Renault avec beaucoup de mécanique, où finalement, quand vous ajoutiez des options, ce que vous ajoutiez, c'était une pièce mécanique supplémentaire. Alors moi, c'est des choses qui me fascinent parce que je suis ingénieur en mécanique. C'était une nouvelle pièce. Une nouvelle option, c'était une nouvelle pièce. Là, aujourd'hui, lorsque vous achetez une Tesla, en fait, l'objet est le même. Tout le monde a la même voiture, mais lorsque vous rajoutez une option, vous rajoutez un élément de logiciel. Et donc, c'est comme si vous possédiez effectivement un équipement, mais vous avez une licence sur un logiciel. Alors, si on prend le droit romain, lorsque vous possédez quelque chose, vous avez le droit d'en avoir l'usage, d'en abuser, de le détruire, mais également de récolter les fruits, donc la valeur. Si vous avez un iPhone, évidemment, vous avez le droit de le détruire, vous pouvez vous en racheter un. Mais ensuite, on a l'économie des plateformes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'évolution, c'est que les logiciels sont en train de devenir intelligents. Et à ce moment-là, ça nous donne une toute nouvelle perception de la chaîne du pouvoir, avec ces logiciels, avec ces éléments de l'intelligence artificielle qui deviennent intelligents. Merci. Waouh. Réussir à traduire aussi vite, je ne suis pas sûr qu'une IA en serait capable. Bravo. Sylvain, je vous repose la question. La défiance envers l'IA est-elle légitime selon vous? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a un stade où on est assez peu mûr. Et tu parlais tout à l'heure des anciennes sciences. Hier, la Cité de la Réussite organisait à la Comédie Française, enfin, il y avait une mise en scène du malade imaginaire. Et je me suis un peu retrouvé dans ce qui était dit là, parce qu'en fait, à cette époque, c'était la médecine qui était en question. Donc, on avait les diaphoirus qui arrivaient avec des machines qui faisaient peur, qui allaient sauver la vie des gens. On ne savait pas trop si ça marchait ou si ça ne marchait pas. Il y avait des argans qui faisaient absolument tout ce que disaient les médecins, quitte à en faire trop et des choses inutiles. En face, il y avait son frère qui lui disait « Non, alors là, surtout la médecine, ça ne marche pas, il ne faut surtout pas toucher à ça, on met le petit doigt dedans et c'est foutu, il faut laisser la nature faire. » Et aujourd'hui, on ne se pose plus tellement de questions. Si on a mal à la tête, on prend du Doliprane. Et je pense qu'il faut arriver à sortir un petit peu d'un débat qui est un petit peu trop antagonisant sur défiance, pas défiance, confiance, pas confiance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a parfois trop de défiance et parfois pas assez. Je vais donner 2 petits exemples. Sur le trop de défiance, en France, on est beaucoup à se parler sur les sujets, les enjeux, les risques, etc. Dans d'autres parties du monde, c'est vu comme une formidable opportunité de créer des emplois, d'apprendre, d'avoir accès à plus de choses, etc. Et parfois, je me dis, en France, en Europe, on a un petit peu trop de défiance, et ça se voit dans toutes les études qui sont faites, où beaucoup plus qu'ailleurs, il y a ce sentiment, oh là là, qu'est-ce que ça va faire ? L'autre chose, c'est qu'on a fait des tests, j'allais dire, de hamster, de laboratoire, sur nos consultants, pour voir un petit peu comment ça marche quand on leur met de l'IA dans les mains, est-ce qu'ils travaillent mieux, moins bien, plus vite, plus lentement, etc. Et sur la défiance, ou le manque de défiance, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, qui est que si vous écrivez un mémo, et vous dites à un collègue, tiens, vas-y, relis-le et améliore, il prend son stylo, il améliore, c'est vachement bien. Si on lui dit, voilà, l'IA a sorti un mémo, vas-y, améliore-le. C'est bien écrit quand c'est de l'IA, etc. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses fausses, ce que tu disais sur la citation. Et là, les équipes touchent beaucoup moins. Parce qu'il y a un petit peu un côté, ça sort de la machine. Et je pense qu'une partie de la confiance à créer, c'est d'apprendre à utiliser ces outils en sachant qu'il y a des machines, c'est pas comme une calculette, c'est pas toujours juste. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile et qu'elle n'est pas bien, mais il y a un apprentissage important à faire parce que sinon, alors moi je ne suis pas tiers-ordre franciscain, mais à un moment donné, il y a une espèce de dieu mécanique là, qui nous donne des réponses, c'est la pitié de Delphes, et les gens prennent trop pour argent comptant ce qui est fait. Et donc je pense qu'il y a un apprentissage à faire autour de ces technologies. Et Joël, du coup, dans la recherche, ce que dit Sylvain, il parle beaucoup de tester aussi, et de prendre ces tests et de regarder ce qu'on en tire de positif ou de négatif et comment les améliorer. Et finalement, dans ce que vous faites chez Google DeepMind, vous avez beaucoup ce phénomène d'itération aussi vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Mais du coup, comment réussir à créer une confiance quand on commence à itérer? Non pas quand on est à la 2e itération, mais quand on va faire la première. Quand tout le monde dit ça va pas marcher, pourquoi est-ce qu'on investirait dessus, par exemple, ou pourquoi est-ce qu'on développerait ça? On ne sait pas ce que ça va donner. Donc comment réussir à dire
Ce rat de laboratoire, on ne sait pas ce qu'il va donner, mais il faut qu'on l'essaye finalement. Oui, alors je crois que comme Sylvain l'a dit, c'est très important de tester, d'utiliser la technologie. Et j'espère que tous autant que vous êtes ici, vous avez déjà expérimenté avec des moteurs de dialogue, de conversation. Alors je parle un peu franglais, c'est pour ça que je cherche mes mots de temps en temps. Et si vous n'avez pas expérimenté, arrêtez de m'écouter, prenez votre téléphone et commencez à expérimenter, parce que je crois que vraiment c'est comme ça qu'on comprend où on en est. Et alors, il faut arriver à réconcilier les deux, c'est-à-dire qu'on est à la fois au début d'une nouvelle ère industrielle absolument palpitante. Quand je commençais à travailler en computer vision il y a une petite vingtaine d'années, on ne savait pas reconnaître un QR code. Vous êtes tous entrés, je crois, en scannant un QR code. Moi, c'est des trucs sur lesquels je travaillais dans mes cours d'info, et on n'y arrivait pas, c'était un problème difficile. Donc, quand on voit le bond de géant qu'on a fait ces 20 dernières années, où aujourd'hui, on est capable non seulement de reconnaître un QR code, mais effectivement d'avoir de l'intelligence artificielle générative qui est capable de dialoguer ou de créer des images ou de comprendre des images dans le contexte du texte, etc. Toutes ces capacités-là sont absolument phénoménales. Mais on en est au début. Et donc, effectivement, au début, il faut être assez prudent. Il faut regarder ce que la technologie arrive à faire aujourd'hui. Il faut avoir des tests, donc ce qu'on appelle des benchmarks, souvent, des évaluations et des benchmarks pour adopter une méthode très scientifique dans la façon de regarder si oui ou non elle est capable de répondre à des cas d'usage assez précis. Et c'est vrai que c'est encore un sujet de recherche. Nous, en recherche, on dit quand ça marche, c'est plus de la recherche. Donc il y a beaucoup de choses en intelligence artificielle qui sont sorties du domaine de la recherche. Parce qu'aujourd'hui, quand on crée une image, elle a l'air d'une image vraie. Et donc ça, ce n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Donc c'était encore des sujets de recherche. À partir du moment où ça marche, ça devient de l'ingénierie, c'est plus de la recherche. Mais on a encore des milliers de chercheurs au sein des équipes Google DeepMind. Donc ça vous dit bien que tout ne marche pas. Alors pour nous, c'est un peu l'inverse, j'ai envie de dire. Quand ça ne marche pas, ça nous intéresse, c'est là parce qu'il y a des choses à faire. Et il y a plein de choses à comprendre, que ce soit effectivement à arriver à ce que les modèles puissent donner leurs sources, puissent vous expliquer comment ils sont arrivés à une certaine conclusion, puissent vous dire quand ils savent pas, mais aussi arriver à comprendre quand il y a une bonne réponse, d'où vient cette bonne réponse, quel a été finalement le cheminement de pensée ou bien les différentes sources qui ont permis d'arriver à cette réponse. Et puis il y a énormément de choses à faire aussi dans des domaines qui ont peut-être moins de données sur le web, donc c'est le cas de toute la science, pour utiliser ces mêmes outils, mais dans des domaines plus spécifiques, où on pense aussi que ça va aller changer complètement notre façon d'aborder la science, d'aborder la création de valeur de façon très large dans des domaines très divers. Et ça, je pense que ça va bien au-delà de ces bots conversationnels. L'IA générative, aujourd'hui, ça nous ouvre des portes vers une nouvelle façon de faire la science. Et en parlant de changement, justement, je pose la question au panel, mais selon vous, l'IA va-t-elle augmenter ou diminuer ce qu'on appelle la fracture numérique dans la société? Peut-être Christelle, si vous voulez commencer. Les deux, en fait. Il y a à la fois l'IA est une formidable source pour finalement faire de l'inclusion. On peut penser, les malvoyants, malentendants, il y a plein de recherches, enfin de recherches même, là on n'est plus dans la recherche, on est dans des cas d'application très concrets. Il y a des études d'ailleurs en France autour de comment traduire en voix, en son, des images pour des personnes malvoyantes. Donc il y a tout un champ autour de l'inclusion qui est fantastique. Et en même temps, comme toujours, on est dans un monde où la fracture numérique, elle existe déjà. En France, et alors c'est la fracture numérique qui passe par soit les infrastructures, soit la capacité à utiliser le numérique. Et puis on voit bien que les pays du Sud, il y a tout un champ, évidemment. Quand on parle de LLM, voilà, les langues occidentales, la Chine, ça avance vitesse grand V. Voilà, quand on opère au Burkina Faso, au Mali, c'est des États, des pays où les populations qui déjà ont l'impression qu'elles sont en retard et qu'elles n'ont pas eu droit à tout ce qu'on a ici en France. Donc ça, c'est un vrai risque. Et évidemment, c'est des sujets sur lesquels on est très engagé chez Orange pour s'assurer qu'on prenne en compte ces sujets-là et qu'au contraire, on utilise l'IA comme une capacité à rattraper, à aller plus vite, parce qu'on sait aussi que l'IA, ça va permettre finalement à des gens moins bien formés d'aller beaucoup plus vite. Et donc, on va pouvoir accélérer aussi des parcours de formation, d'accès à plein de choses. Donc, voilà, il y a un vrai risque et en même temps, c'est une technologie extraordinaire pour l'inclusion. Moi, je rejoins complètement ce que tu dis, Christelle. Je vais peut-être faire
je vais te dire quelque chose qui peut choquer, mais derrière fracture numérique, il y a un petit relent marxiste, lutte des classes, etc. Et je suis intimement convaincu que l'intelligence artificielle, c'est un pas vers l'apaisement de la lutte des classes. Et je le crois pour deux raisons. La première, c'est que je pense que l'intelligence artificielle va attaquer, alors ce que Bourdieu aurait appelé le capital social, on peut aussi appeler ça la rente de la connaissance, parce qu'en fait, la connaissance, comme tu disais, Christelle, devient beaucoup plus disponible, partout. Et en fait, les barrières à l'expertise tombent. La barrière à ce qui a été appris à son jeune âge tombe. Et alors, toujours dans les expériences de rats de laboratoire qu'on a pu faire chez nous, on a fait résoudre des problèmes de data science à des gens qui n'étaient ni formés en code, ni formés en data science. Et en fait, ils arrivent à faire à peu près 70 à 80% de ce que font des data scientists complètement formés. Et aujourd'hui, soit au sein de l'entreprise, entre personnes, soit plus à un niveau de l'expertise générale de la société, les barrières sont en train de tomber et l'accès à l'expertise est en train de tomber. Et ça, je pense que c'est la fin de la rente de connaissances ou d'une partie de cette rente qui existe au sein d'une entreprise, dans une société et aussi entre pays, d'où ce que tu disais sur les autres pays. Toujours dans une lecture un peu marxiste de la société, il y a cette fameuse aliénation du travail. Et là encore, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, si vous interrogez mondialement les utilisateurs réguliers de l'intelligence artificielle au travail. Et on a une masse critique aujourd'hui chez les cols blancs, ça dépend un peu des pays et des entreprises, mais on est à plus de 30%. Si vous leur demandez qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, réponse, j'ai gagné pour 58% d'entre eux 5 heures par semaine. Et pas n'importe quelles heures, les pires de ma semaine. Alors 5 heures par semaine de gagner, quand vous leur demandez ce qu'ils en font, il y en a qui font mieux ce qu'ils avaient à faire. Il y en a d'autres qui font plus, il y en a qui sont plus dans la socialisation avec leurs collègues et d'autres qui passent plus de temps avec leurs amis. 5 heures par semaine, à l'échelle d'une vie professionnelle, c'est 1 à 2 ans, selon le nombre d'heures que les gens travaillent, de vie gagnée. Et donc, je suis très positif, moi, sur l'impact sociétal de l'intelligence artificielle, parce que sur cette fracture numérique, je pense qu'on enlève une partie de l'aliénation au travail et on attaque de front la rente de la connaissance qui est génératrice d'énormément d'inégalités. Je rebondirais peut-être en disant qu'il y a déjà un choix, encore une fois, comme ce que j'ai dit au tout début. C'est-à-dire qu'en tant que société, c'est à nous de décider si on a envie que cette technologie soit une technologie accessible à tous, qui inclut l'ensemble de la société, ou si au contraire, on la réserve à quelques-uns. Donc ce n'est pas la technologie en soi qui va créer une fracture, c'est plutôt nos choix communs de ce qu'on veut faire avec cette technologie. Ensuite, je répondrai au niveau local et au niveau global. C'est-à-dire qu'au niveau français, un peu comme ce qu'a dit Christelle, par exemple, nous, on a fait des ateliers numériques depuis une dizaine d'années qui ont touché à peu près 1 million de Français pour les aider déjà à s'emparer des outils numériques de façon traditionnelle et puis de plus en plus en intégrant de l'IA. Et ça, pour nous, c'est toujours en partenariat avec des chambres de commerce, avec des mairies, avec des associations. Et encore une fois, c'est très important que tous ces acteurs-là s'emparent de la technologie et qu'ensemble, on arrive à fournir des solutions qui permettent aux uns et aux autres de toucher la technologie, d'expérimenter et puis petit à petit d'être plus à l'aise avec la technologie. Et après, je dirais qu'au niveau global, il y a vraiment une question très importante aussi. Là, on est en préparation de AI Action Summit, donc le sommet sur l'IA qui va être accueilli par la France mi-février 2025. Et je crois que la France a un rôle particulier à jouer dans cette équation où on peut justement inclure le Sud, ce qui est très important aujourd'hui parce qu'il contient une grande partie de la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Et c'est elle qui va s'emparer de l'IA pour répondre aux défis de notre temps. Et donc, quand on dit impliquer le Sud, il s'agit non seulement de former les talents, de partager le compute, de partager les puissances de calcul qui permet d'entraîner ou de faire tourner ces modèles, comme Christelle l'a dit, d'inclure les langues, mais aussi de permettre à chacun de savoir comment ils vont vouloir évaluer la technologie. Je vous parlais des benchmarks. Cette question pour mon pays, si demain j'utilise un modèle pour aider mes médecins, voilà les langues auxquelles je veux que ce modèle soit capable de répondre, et voilà
la barre, c'est-à-dire les questions que je vais le niveau auquel je veux que ce modèle soit avant que je le déploie à plus grande échelle. Et donc cette capacité à créer des évaluations, des benchmarks qui permettent de tester, je crois que il faut vraiment que tout un chacun s'en empare et que ce ne soit pas juste quelques-uns qui décident si oui ou non le modèle a atteint un niveau de performance qui est adéquat pour l'ensemble de la société. Et cette question de la fracture numérique, justement, moi sur mon bureau j'ai un petit cadre où c'est marqué « Internet a changé ma vie ». Parce que moi mes parents ils n'ont ni le brevet, ni le bac, ni rien. Quand j'ai fait mes études, sans Internet, j'aurais jamais pu faire d'école d'ingénieur, j'aurais jamais pu avoir le bac, ni rien. Et ce que je me dis, c'est que je suis allé dans le quartier où j'ai grandi à Marseille, et il y a des petits, leurs parents, ils n'ont pas fait forcément d'études, mais ils utilisent des modèles comme ChatGPT, etc., pour les aider dans leurs études. Et ça, c'est super bien, parce que ça permet justement de rendre la connaissance plus accessible. Mais parfois, ces modèles, ils racontent aussi un peu n'importe quoi. Et comme à l'époque, en fait, moi, quand j'étais au collège, lycée, on disait « tu le sais comment ?» J'ai cherché sur Google. Et bien là, tu le sais comment? J'ai demandé à ChatGPT. Parfois, ce n'est pas forcément vrai non plus. Et du coup, Paolo, pour vous, comment est-ce que l'IA, finalement, dans ce contexte, où il y a des enfants parfois qui l'utilisent, où il y a de plus en plus de personnes qui utilisent ces nouvelles technologies pour justement peut-être pallier, mais en même temps, avec un besoin d'esprit critique, peut-être aussi augmenter cette fracture numérique. Est-ce que l'IA, pour vous, va-t-elle augmenter ou diminuer la fracture numérique? On a 2 minutes. Well, just to add a couple, two considerations to the wonderful consideration of the colleague. First of all, 60,000 years ago, when the first member of our species in a cave take a club, was it a weapon or a tool? So the weaponization of a tool is always possible. Merci. Je voudrais juste ajouter 2 éléments aux merveilleux commentaires qui viennent d'être faits. Il y a 60 000 ans, quand les hommes des cavernes se sont saisis d'un bateau, est-ce que c'était un outil ou est-ce que c'était une arme? And so, because the dual use is always possible, we can use such kind of tool to simply highlight the last in the Gaussian distribution in society and bring them up, or we could highlight them to exclude them. On pourra donc utiliser ces outils au choix, soit pour mettre à disposition du plus grand nombre, soit pour exclure une grande partie de la population. And this makes this question not anymore only technical but political. And the second consideration, jump in. You know, 60,000 years ago, just to take things short, we make something that no other species did. We change our place in the food chain of the world. Ce qui veut dire que la question est autant technique que politique. Maintenant, si j'en arrive au deuxième aspect que je souhaite souligner, il y a 60 000 ans, quand notre espèce a changé, elle a fait quelque chose que nous avons été les seuls à faire. Nous avons évolué sur la chaîne alimentaire. How we do this? Well, we are a unique species, and when I see someone in society, I develop inside myself something that psychologists call theory of mind. That means that I start to think that another member of my species has an intention, a will, and that he will act. Based on that, we can cooperate and we change our ability. We are weaker than an elephant, but with theory of mind, a group of humans can defeat the elephant. Nous sommes une espèce unique qui avons la capacité, comme l'appellent les psychologues, de travailler dans la théorie de la pensée, de se rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre de notre espèce qui est là et que cet autre a une intention, une volonté et une capacité à agir. Grâce à cela, nous pouvons coopérer et c'est la raison pour laquelle nous sommes nettement plus faibles qu'un éléphant et pourtant, ensemble, nous sommes capables de le vaincre. Merci. And now I come to your question. A child that is interacting with an LLM is developing a theory of mind of the machine. It's not a neutral.
I'm giving some intention to the LLM, and I trust to the LLM. We have wonderful paper that an LLM develop a trust in the human beings, and we are able to buy stuff from an LLM, economical measuring of trust, at higher price than not in another place. This is not neutral. This has to be discussed. Du coup, j'en viens à votre question. Quand un enfant utilise ces grands systèmes de langage, les LLM, ils interagissent et ils suivent ces théories de la pensée en lui accordant une confiance par définition et en lui donnant cette capacité qui lui permet de gagner en compétences, et ce qui veut dire que l'interaction n'est pas neutre. Merci beaucoup, Paolo. On va passer à la partie où il va y avoir les étudiants en première ligne qui vont poser les questions. On a trois questions pour chaque et chacun et chacune des intervenantes ici. On va commencer par les questions pour Joël. Qui sont les trois étudiants avec les questions pour Joël? Est-ce que vous avez un micro? C'est bon? Allez, on y va. Donc, bonjour, merci beaucoup pour ce débat. Donc, Jean-Baptiste Debizet, étudiant à Epitech en 5e année. Donc pour Joël, comment Google DeepMind intègre-t-elle des valeurs de responsabilité et de bien commun dans ses choix de recherche et ses développements en IA? Merci. Merci pour la question. Alors, ce qui est intéressant chez Google, c'est qu'on a commencé à faire des grands modèles de langage dans nos labos il y a quand même un certain temps. Et quand nos chercheurs se sont rendus compte que ces modèles étaient assez puissants, ils ont posé un cadre, c'est-à-dire des principes de responsabilité dès 2018. Et le premier de ces principes, c'est que l'IA soit bénéfique à l'humanité. Et encore une fois, c'est nos chercheurs qui ont défini ça. Donc évidemment, depuis, c'est des principes qu'on a appliqués à l'ensemble de l'entreprise et qui nous aident au quotidien, j'ai envie de dire, en amont comme en aval. C'est-à-dire que quand on a un certain nombre de projets de recherche possibles, c'est un cadre qui définit ce dans quoi on va chercher et ce qu'on ne va pas forcément faire. De façon très concrète. Quand on interagit avec des startups, par exemple, j'avais un exemple l'année dernière en Europe où je suis sur le panel qui choisit avec quelle startup on va aider, on va leur donner du financement, peut-être accès à de la puissance de calcul, etc. Et certaines startups travaillaient sur des sujets de surveillance, par exemple. On a dit, non, ça, c'est pas un cas d'usage qui est en accord avec nos principes, donc c'est pas une startup qu'on va aller aider. Et on les utilise également en aval, donc je siège sur notre comité éthique qui regarde l'ensemble de nos modèles, par exemple, avant qu'on les mette à disposition du reste de Google, pour qu'ensuite ils les intègrent à leurs produits, etc. Et donc ce comité regarde à la fois les résultats des évaluations, ce dont le modèle est capable, quels sont les risques, quels sont les bénéfices, et suivant une grille qui correspond aussi à ces principes. Donc je vous partage tout cela parce que je crois que c'est important de voir que ce n'est pas juste une page web avec de 1 à 7, voilà nos principes, mais vraiment quelque chose qui nous donne un cadre assez précis, qui nous permette de définir ce sur quoi on veut travailler. Et puis comment ensuite, une fois qu'on a fait la recherche, ce qui conduit à des travaux ultérieurs. La mission de Google DeepMind, c'est de développer l'IA de façon responsable pour la mettre au service de la société. Donc c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Et je crois que c'est très important parce que, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, que ça a été exprimé, c'est-à-dire que les choix qu'on fait de ce sur quoi on travaille et puis dans quel ordre on va finalement attaquer ces grands sujets, il y a énormément de choses à faire maintenant. On a un outil incroyable. Est-ce qu'on commence par voir ce que ça peut faire dans le domaine de la santé? Est-ce qu'on commence par voir dans quelle mesure ça peut nous aider à optimiser la production d'énergie? Est-ce qu'on commence... Donc on est amené finalement à travailler sur de nombreux sujets en parallèle, mais de façon sous-jacente, il y a aussi un choix. On ne va pas tout faire en même temps, dans le même ordre. Et donc ça, je crois que c'est très important de mettre ce bien commun au cœur de nos préoccupations et au début de notre réflexion à chaque fois qu'on attaque ou qu'on ouvre un nouveau sujet de recherche. Merci. On va passer à la deuxième question, sachant qu'on a environ 2 minutes par réponse pour chaque question pour pouvoir tous les faire. Je précise. Bonjour Madame Barral, Tanguy de Boradon, HEC Paris. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. La question précédente portait sur Google DeepMind en tant que tel. Si on élargit ça de façon plus large, il y a de nombreux philosophes, par exemple Yuval Noah Harari ou entrepreneurs comme Elon Musk, qui n'a pas dit que des choses intelligentes depuis, mais qui se sont opposés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, ou en tout cas qui ont appelé à un grand stop
et à une beaucoup plus grande régularisation de ce produit-là. Donc j'entends bien qu'au sein de Google DeepMind, vous êtes tourné vers le bien commun et vous voulez la bonne utilisation de tout ça. Je pense qu'il est aussi il est majeur de se poser la question en termes de société. Comment faire aujourd'hui pour que l'État qui n'arrive pas à... l'État en termes généraux, pas l'État français en tant que tel, mais que les États qui n'arrivent pas à légiférer autour de la question de l'intelligence artificielle, parce que ça révolutionne complètement nos vies, comment faire pour justement donner plus confiance aux citoyens en l'intelligence artificielle et répondre à toutes ces peurs, tous ces questionnements qui arrivent? Oui, alors la question de la régulation, elle est très importante. Je crois qu'on l'a dit aussi assez tôt, c'est-à-dire que l'IA est une technologie trop importante pour ne pas être régulée, pour ne pas être bien régulée. Et en Europe, l'AI Act a commencé à poser des jalons qui sont très importants avec un concept qui pour nous est primordial, qui est les cas d'usage. C'est-à-dire que c'est un peu comme on l'a dit plus tôt, une pierre. Est-ce qu'on va réguler la pierre? Ben non, on va réguler le fait qu'on n'a pas le droit de prendre la pierre et de taper sur son voisin. Et donc avec l'IA, c'est aussi ça qui est très important. En fonction des secteurs de l'industrie, il y a des secteurs qui ont déjà un cadre très précis. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé en santé. La régulation en santé, elle est posée, et heureusement, depuis un certain nombre d'années. Elle n'a pas toujours existé. À un moment donné, on a dit ça suffit d'avoir des bonimenteurs, et puis on parlait du malade imaginaire tout à l'heure. Il faut qu'on encadre les médicaments, il faut qu'on encadre les dispositifs médicaux. Et donc, aujourd'hui, quand on ajoute de l'IA à ces dispositifs médicaux, il y a un certain nombre de cas pour lesquels la régulation existante est tout à fait pertinente. Si vous utilisez de l'IA, alors j'ai 2 minutes, si vous utilisez de l'IA pour interpréter une radio, par exemple, ça, c'est très similaire à des dispositifs médicaux. La régulation existante est tout à fait pertinente. Nous, on a poussé les grands modèles de langage également avec des choses comme MedPalm, MedGemini, pour voir ce qu'on allait pouvoir faire en santé. Et là, pour l'instant, l'IA générative en santé, il n'y a aucun produit qui n'a été approuvé par la FDA ou par aucune instance de régulation. Et donc, il y a des nouveaux cadres à inventer. Mais ce qui est très important, c'est de bien comprendre la technologie et de ne pas réguler à tout va avant d'avoir une idée assez claire des cas d'usage, de comment ça va apporter une réponse à une question précise. Et donc, par exemple, encore une fois, avec la FDA, on réfléchit finalement avec eux, en montrant ce dont la technologie est capable, en exposant aussi les faiblesses que la technologie n'est pas capable de faire, pour qu'ensemble, on arrive à définir un cadre qui permette de faire avancer, c'est-à-dire de mettre ensuite cette technologie au service des patients. Mais je crois que c'est très important de le faire par cas d'usage et pas de façon générale pour, encore une fois, sur la pierre en tant que telle ou l'IA en tant que telle. Mais du coup, Joël, est-ce qu'il faut réguler les cas d'usage sans réguler les idées? Est-ce qu'il faut attendre qu'une idée devienne un cas d'usage pour pouvoir le réguler? Ou est-ce qu'il faut réguler un cas d'usage quand c'est une idée et qui n'est pas encore réalisée, je veux dire? Je crois que réguler les idées, ça me paraît très dangereux, de façon générale, indépendamment de l'IA. Ce que je veux dire par là, c'est que ma question, souvent les gens ont peur de l'IA vis-à-vis d'idées qu'ils pourraient avoir dans des films de science-fiction, où on pourrait imaginer des scénarios fantasmagoriques. Et du coup, beaucoup d'anxiété vis-à-vis de l'IA peuvent venir de ces idées qui ne sont pas des cas d'usage aujourd'hui. C'est le sujet de ma question. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je pense que c'est important de réfléchir avant d'être acculé à un cas d'usage précis. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un cadre, on a besoin d'un vivre ensemble pour lequel on a défini un certain nombre de principes et de façons de faire. Mais en revanche, quand il s'agit de régulation qui va avoir, et je pense que Christelle pourra en parler aussi, un impact business très important, parce qu'il faut la mettre en place, parce qu'elle empêche certaines choses, mais elle empêche aussi parfois d'avancer, ou en tout cas elle fait avancer différemment. Le faire trop tôt, ça sert à personne, ça protège personne, et ça empêche finalement parfois d'aller voir dans quel cas d'usage la technologie va vraiment être pertinente. Donc je crois que c'est important de ne pas tout mélanger et de ne pas s'imaginer que la régulation va tout protéger non plus. Enfin, donc il y a une réflexion qui est importante à avoir en amont, mais il faut surtout expérimenter. Enfin, il faut s'emparer de ces outils, il faut voir dans quel cadre ils vont marcher, dans quel cadre ils vont finalement ne pas être les bons outils pour répondre aux questions qu'on se pose. Et une fois qu'on a un cas d'usage, un business model, etc., là, il faut absolument voir dans quelle mesure il y a besoin de régulation pour que ça puisse être mis sur le marché en toute confiance, en toute sécurité pour les utilisateurs. Très clair. On passe à la troisième question. La troisième question pour Joël, c'est sûr, on a le temps. Bon, très bien. À ce moment-là, vous venez de dire, je suis Gabriel Ruyot, étudiant à la Centrale Supélec, et vous disiez que vous souhaitiez mettre l'IA au service de la société. DeepMind a eu des succès retentissants en sciences, en biologie notamment.
Et je me demandais si vos modèles pourraient être utiles pour une application peut-être qui parle davantage de personnes, comme les sciences humaines, en philosophie, en psychologie, en sociologie. Alors, merci pour la question. Et c'est vrai que je n'ai pas rappelé, donc nous, à Google DeepMind, on a développé AlphaFold qui a permis de prédire la structure en 3D des protéines à partir d'une séquence d'acides aminés. C'est ce qui a valu à notre cofondateur Demis Hassabis et l'un de mes collègues, John Jumper, le prix Nobel en chimie il y a quelques semaines. Parce que c'est une technologie qui a profondément changé le travail de l'ensemble des biologistes. Donc, il y a plus de 2 millions de personnes qui aujourd'hui ont utilisé AlphaFold. Il y a encore 6 mois, j'ignorais qu'on avait plus de 2 millions de biologistes sur Terre. Donc c'est vraiment, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, le début d'une nouvelle ère où, bien plus que les chatbots conversationnels, l'IA va nous permettre de vraiment changer la science. Et donc vous me demandez, au-delà de la science, est-ce que dans les sciences humaines, on va avoir aussi un impact ? Moi, je vous répondrai peut-être en écho à ce que vous avez dit sur Internet. Quand je finissais mon PhD à Stanford, j'ai fait un master en littérature slave, et pour lequel Internet m'a quand même beaucoup aidé, surtout parce que je faisais ça sur les contes d'Odessa d'Isaac Babel. Et Odessa, il y a un russe parlé qui est quand même avec beaucoup d'argot, qui n'est pas facile à comprendre. Et j'avoue que mon niveau de russe n'était pas nul, mais que c'était quand même pas facile et qu'Internet m'a aidé. Je pense que si aujourd'hui j'avais des LLM pour travailler sur ces textes, ils me donneraient accès à un ensemble de connaissances et me permettraient de faire des choses encore plus intéressantes. Et alors de façon complètement, vous n'allez pas forcément me croire, mais c'est une vraie coïncidence. J'ai une sœur qui est maître de conf en littérature comparée à Bordeaux et qui hier m'a dit, ça y est, j'ai essayé. Alors elle a essayé ChatGPT, mais elle a essayé Gemini. Elle m'a dit que dans un cas, alors je vais vous donner sa question, c'est pour ça que j'avais pris mon papier parce que je n'allais pas retenir la question. Elle leur a demandé l'œuvre russe mise au programme de l'agrégation. Dans quelle œuvre russe a été mise au programme de l'agrégation de lettres modernes en 1971 avec Kyoto de Kawabata, Manhattan Transfer de John Dos Passos et Berlin Alexanderplatz d'Alfred Döblin. Donc c'est quand même une question assez précise. Elle m'a dit, j'étais très déçue par l'un de ces modèles qui a répondu avec beaucoup d'aplomb. L'œuvre russe était La mer de Maxime Gorsky. Et puis quand elle dit non, pas du tout, c'est sur la ville de Saint-Pétersbourg. Ah oui, non, c'était Les démons de Dostoïevski, ce qui n'est pas non plus le cas. Et elle a ensuite demandé à Gemini, qui a répondu très modestement, je n'ai trouvé aucune information spécifique sur une œuvre russe ayant été mise au programme. Plusieurs raisons pourraient expliquer cette absence. Voilà quelques candidats possibles. Approfondissons la recherche. Et là, elle lui a suggéré les bibliothèques en ligne potentiellement utiles, Gallica, Percé, etc. Et donc, je crois qu'elle a été très impressionnée. Alors, heureusement, parce que je crois que sinon, je n'aurais pas, dans son estime, je serais tombée bien bas. Mais c'est peut-être un exemple, un petit exemple anecdotique, mais je crois que ça montre que, également dans les sciences humaines, ça va nous permettre un rapport à la connaissance, dont Sylvain nous parlait aussi tout à l'heure, nouveau. Et encore une fois, ça n'empêche pas tout le travail de recherche qu'on a chacun besoin de faire, bien au contraire, j'ai envie de dire, mais ça le rend plus intéressant, ça nous donne accès à des outils incroyablement puissants, à condition de savoir les utiliser. Et donc ça ouvre, encore une fois, je pense, autant qu'en biologie ou qu'en physique, un nouveau rapport à la science, une nouvelle façon de faire son travail. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Joël, on va passer aux questions de Sylvain, ensuite Christelle, et ensuite on finira avec Paolo qui a besoin d'un peu plus de traduction avec le public. On va passer aux questions de Sylvain, s'il vous plaît. Allez-y, pour Sylvain, pardon. Donc, bonjour, Nicolas Eudes. Je suis étudiant en 5e année à Epitech Paris. Donc, j'ai une question pour vous, Sylvain. BCG-X a été lancé pour répondre aux échecs fréquents dans les transformations digitales d'entreprises, avec des initiatives ambitieuses en IA et Deep Tech. Quelles sont, selon vous, les principales raisons de ces échecs et comment BCG-X permet-il de les surmonter? On va essayer de stick to 2 minutes. Déjà, BCG-X n'a pas de formule magique. Il faut rester modeste sur le sujet. Tout le monde essaye, c'est pas facile. Il y a des entreprises qui réussissent très bien, comme Google ou Orange. Mais je ne vais pas vous expliquer exactement le truc pour faire que ça marche. En un mot, les études montrent qu'il y a à peu près un tiers seulement des entreprises à peine qui estiment avoir gagné de l'argent avec tous les investissements qui ont été faits en IA, en data. C'est difficile. Je pense qu'il y a eu des débats récemment sur est-ce que la techno est suffisamment mûre, est-ce qu'elle marche ou pas. Moi, je pense qu'elle l'est pour arriver à faire des choses formidables en entreprise. C'est parfois les entreprises qui ne sont pas complètement prêtes. Et elles ne sont pas prêtes sur 2 niveaux.
La première chose, c'est toujours cette histoire du passage à l'échelle qui est extrêmement difficile. C'est facile de faire plein de choses partout dans une entreprise, il y a des bonnes volontés. Passer à l'échelle, c'est dur. Et il y a 2 passages à l'échelle qui sont difficiles. Le premier, il est technologique, faire que les choses tournent avec des temps de réponse rapides, dans des coûts qui sont acceptables, avec des réponses de bonne qualité. Là, il y a un défi technique qui est difficile à réaliser. Et puis l'autre, c'est le passage à l'échelle de l'utilisateur, de la confiance, de faire que les gens changent la façon dont ils travaillent pour utiliser la technologie. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils utilisent l'IA générative, mais ne changent pas la façon dont ils travaillent et gagnent pas beaucoup de temps aujourd'hui. Et donc, moi, mon conseil aux entreprises, c'est toujours de dire faites-en moins de cas d'usage. Sur cela, investissez beaucoup. Parce qu'en fait, mener un cas d'usage à l'échelle, ça coûte beaucoup plus que ce qu'on croit, mais à la fin, ça rapporte beaucoup plus en argent, mais aussi en satisfaction au travail. La deuxième question. Bonjour. Désolée, j'ai beaucoup d'affaires, c'est un peu compliqué. Pas de souci, moi aussi j'ai beaucoup d'affaires, t'inquiète pas, j'en ai partout. Un peu trop. T'inquiète pas, j'ai fait pareil tout à l'heure aussi. Vas-y. Moi, c'est Chanel Seba, étudiante à l'ISG Business School. J'ai toujours une question pour Monsieur Sylvain. Comment accompagnez-vous les entreprises dans les compréhensions des risques et des avantages sur l'IA, notamment pour maintenir la confiance des parties prenantes et du grand public? Alors ça a déjà été beaucoup couvert, hein. Il y a la régulation, il y a tout ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des ressources pour être capable aussi de s'assurer que les choses tournent bien. Si on prend à notre échelle, nous, on a 50 personnes dont le boulot à plein temps, c'est de s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et pas faire n'importe quoi, il y a des côtés techniques qui sont importants. Il faut vérifier que les modèles sont bien faits, qu'il n'y a pas de dérive, etc. Et puis il y a des questions un peu éthiques, ce qui est le sujet du père Paolo. Peut-être 2 exemples. On a un comité éthique qui regarde un peu est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas. Premier exemple, c'était un des plus gros sites japonais dans lequel il y a des annonces qui sont postées qui voulaient qu'on repère les contenus qui sont des contenus pornographiques, sexuels, violents, etc. Question, est-ce qu'on est est-ce qu'on est prêt à le faire ou pas? Ce n'était pas évident pour nous et notre comité éthique a dit oui, vous pouvez le faire, mais à une condition, c'est que vous mettez en place tout un tas de soutien psychologique et de protection pour vos propres employés parce qu'ils vont être exposés à des choses complètement difficiles et donc nous, on ne veut pas en général exposer nos employés à ce type de contenu, mais là, comme c'était pour le bien commun, on était prêt à le faire, mais avec une protection particulière pour nos employés. Deuxième exemple, on a une fois une société d'assurance qui nous a dit est-ce qu'avec l'IA, vous serez capable de nous dire, quand on est en contentieux avec des assurés sur un remboursement, prévoir combien ils vont gagner au tribunal et à partir de là, décider à combien on est prêt à se mettre d'accord pour les payer avant le tribunal. Sachant que l'idée derrière, c'était pas de se dire sur tel type d'incident, voilà combien les gens, au tribunal, voilà ce que les gens gagnent, c'était de se dire, vu le profil social des clients et donc le type d'avocats qui vont pouvoir se payer, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Parce que évidemment, face à une justice qui est ce qu'elle est, si on est bien défendu, si on est très bien défendu, on a plus de chances d'avoir plus que si on ne l'est pas. Et là, par exemple, notre comité a dit on ne fera pas ce cas d'usage parce que c'est un cas d'usage qui va créer de la discrimination sociale, etc. Donc, à un moment, il y a des sujets hyper scientifiques, on s'en est parlé, mais il y a des sujets beaucoup plus éthiques, sciences humaines, qu'il faut absolument mettre au cœur de ces discussions en entreprise. Et la troisième question, du coup, pour Sylvain. Ce sera en quelques mots parce qu'on a... Bonjour, je m'appelle Guillaume Loussoirne, étudiant à Télécom Paris, mais comme le temps avance, on va poser une question à Madame Heidmann. On enchaîne, pas de problème. J'aime l'esprit d'initiative. Avec par exemple le plan France Très Haut Débit, les opérateurs télécoms amènent la technologie au plus proche de la population. Est-ce donc aux opérateurs de démocratiser l'utilisation de l'IA et d'adapter les réseaux pour ? Alors c'est sûr que quand on est opérateur et quand en plus on est opérateur leader dans un pays, on a ce rôle effectivement de démocratisation de la technologie, d'abord au sein de l'entreprise et finalement on voit que de toute façon la technologie elle avance très très vite et qu'aujourd'hui on a à la fois le sujet effectivement de faire connaître et surtout de donner un cadre sûr, si je puis dire, de confiance pour tester ces technologies, mais aussi de protéger l'entreprise, protéger les collaborateurs. Or, aujourd'hui, tout le monde a testé quand même les outils GPT ou Gemini ou autres. Et quand on les utilise dans le cadre d'une entreprise, ça peut être source de perte de données, de prise de risque. Donc, ça, on a des gros enjeux en interne.
évidemment, nous, on se positionne comme l'acteur qui veut protéger. Et alors, c'est vrai que quand on parle, là, on a beaucoup parlé des enjeux de santé et autres, mais il y a aussi toute une face très noire, si je puis dire, de l'IA. Aujourd'hui, les attaqueurs, la cybersécurité, c'est une vraie menace. Le nombre de fraudes, je pense que vous avez tous reçu des SMS, des spams. Et en fait, l'IA est utilisée par des gens dont c'est le business de venir frauder, gagner de l'argent. Il faut être conscient que 1% du GDP mondial, du PIB mondial, c'est la fraude, la cybersécurité. Donc c'est une mafia. Et vous avez peut-être vu, on a fait un petit film publicitaire, mais on continue à pousser ces sujets-là parce que c'est des gens qui vont bosser le matin et qui, grâce à l'IA, construisent des fakes. Vous voyez dans le monde bancaire, vous avez tous reçu des messages de votre banque vous disant « Attention, si vous êtes au téléphone avec quelqu'un, ne cliquez pas, ne faites pas de virement ». Parce que l'IA permet aussi des niveaux de fraude où on a l'impression d'être dans un environnement de confiance. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, évidemment, on travaille beaucoup. Soit en mettant de la régulation, en travaillant avec tout le système bancaire, et là c'est des enjeux évidemment européens, mais surtout en éduquant, bien sûr, donner un cadre de confiance, mais dans le doute, ne pas faire ça, et puis dans le monde des entreprises aussi, parce que les petites entreprises n'ont pas les moyens, n'ont pas les compétences, n'ont pas le temps. Quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, on a autre chose à faire que de se protéger. Or, tous ces sujets d'IA, c'est à la fois source de progrès pour une entreprise, donc c'est vertigineux le champ des possibles quand on pilote sa boîte et qu'on veut faire plein de choses, et en même temps, il faut savoir se protéger. Donc on a évidemment ce rôle-là en France et dans tous les pays où on opère pour l'ensemble de nos clients, bien sûr. On enchaîne avec la deuxième question pour Christelle. Oui, alors Brice Delamarre, Neoma Business School. En fait, je vais me faire messager du débat juste avant qui a eu lieu sur le management par la confiance. Et les intervenants comme panélistes, on s'est demandé si l'IA pouvait être un outil pour permettre une confiance dans l'humain, en fait, dans les grandes organisations. Alors, je pense que la matière humaine, je ne mettrai pas... on voit bien, d'abord, la confiance, ça se gagne durement, si je puis dire, et ça peut se perdre très, très vite. Et c'est vrai que nous, dans l'organisation, en tout cas chez Orange, on met... ce qu'on veut, c'est que les gens testent. Et donc, on a déployé un outil interne dans un cadre de confiance qui fait que chacun peut tester plusieurs modèles, d'ailleurs. Et quand nos collaborateurs testent en interne les outils, donc c'est un outil multi-LLM et dans lequel vous pouvez choisir, d'ailleurs, si vous voulez travailler avec GPT, Mistral, Lighton, et puis pour finalement apprendre à utiliser. Parce que rien n'est pire que ne pas savoir et d'être dans la défiance sans avoir testé. Mais quand les collaborateurs testent l'outil, on leur dit aussi combien la requête a coûté en euros et combien elle a eu en empreinte carbone, CO2. Parce qu'il faut aussi tenir compte de ces enjeux-là. Et on voit qu'on a parfois des use cases, on a 150 cas d'usage en interne sur lesquels on peut se poser la question à la fin de dire faut-il déployer cette technologie pour, au fond, finalement, acheter des LLM à des grands acteurs de la tech, mais supprimer des emplois. Et là, c'est des vrais débats. Donc, on se ramène toujours, pour nous, la boussole, le trou nord, c'est bien sûr le client, le progrès, la confiance. Et finalement, il y a quand même des sujets sur lesquels on sait que pour nos clients ou pour nos réseaux, sans IA, on n'amènera pas le meilleur service, la personnalisation attendue par les clients, et on n'aura pas les réseaux qui permettent de gérer l'explosion de trafic qu'on voit dans les réseaux. Et donc, bien sûr, on investit pour digérer, pour amener l'IA à tous, avec des vrais débats, parce que je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'IA at scale pour vous tous quand vous aurez des téléphones qui auront de la traduction instantanée et finalement une relation avec une IA de confiance comme vous avez, avec un temps de latence très très faible, s'il n'y a pas des réseaux très très intelligents, et pour construire ces réseaux, il faut investir beaucoup. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, en tout cas en Europe, dans une Europe des télécoms qui souffre, et donc tous les acteurs n'auront pas la capacité à investir. Et quand on voit la vitesse à laquelle avancent, et là je fais un peu plus de géopolitique, mais les États-Unis et la Chine avancent beaucoup plus vite que l'Europe dans les infrastructures pour digérer l'IA. Et donc, c'est des vraies questions qui sont devant nous et qu'on adresse avec les décideurs politiques et dans l'écosystème télécom et numérique européen, bien sûr. Ultra intéressant d'avoir cet indice, ce footprint carbone sur la requête de l'IA, parce qu'effectivement, il faut aussi avoir
cette logique quand on utilise des ordinateurs, quand on utilise des LLM, etc., que ça coûte de l'eau, que ça coûte de l'énergie, surtout dans le climat actuel aussi. On enchaîne sur la troisième question pour Christelle. Si ça ne vous embête pas, je vais me permettre une question pour le père Paolo. Ah oui, on est dans l'esprit d'initiative pure en fait. Et c'est-à-dire que moi j'ai un programme et c'est pas grave, allez-y, la révolution, pas de souci. C'est dans votre intérêt. Hein. Je vous ai entendu dire que l'impact des chatbots sur la démocratie serait comparable à celui de l'impression pour l'Église. Quel espoir pouvons-nous avoir pour notre démocratie? Vous avez 2 minutes. Wow. Wow. Okay, actually, every one of us believes in something. Let me explain. If I tell you, do you believe that this thing is made by atoms? Yes. Did you see the atoms? Not yet. You believe to a source. Well, with chatbot, we are changing this. In a place like La Sorbonne, we are used to an architectural displacement of knowledge. You go into a library and a scaffold architecturally stitched together the same knowledge. Medicine with medicine, biology with biology. And epistemologically, that means that all this knowledge has a frame that allows the content to be recognized as a part of such kind of knowledge. Je vais vous répondre de cette manière, vaste question. On croit tous à quelque chose. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je vous montre cette table et que je vous dis qu'elle est faite d'atomes, vous me croyez, vous ne me croyez pas? Est-ce que vous voyez ces atomes? Non, vous ne les voyez pas. C'est donc un type de croyance. À la Sorbonne, la croyance et la connaissance est organisée d'une manière de structure architecturale. La médecine va être organisée à un endroit, la biologie va être organisée à un endroit. On comprend, on appréhende toutes ces connaissances parce qu'on a créé un cadre de compréhension et d'organisation du savoir. The problem with the chatbot is this architectural knowledge become an oracular knowledge. They throw out knowledge without such kind of distinction. And we are not prepared to have a critique of that kind of things. So in a religious perspective, it's much more a religious belief that you have on the source of the chatbot. This is the transforming force. I'm not able to see what will happen, but this changing rely on sources is changing what we build in the modernity. That's for sure. Here we are. Then philosophical, we can discuss where we are going. Avec Chatbot, on n'est plus dans la structuration architecturale de savoir, on passe à une réception d'oracle. Et on n'est pas préparé à avoir une réflexion critique face à quelque chose de type oracle et non plus structuré. Donc c'est le genre de modification que le chatbot est en train de mettre en place. C'est une forme transformatrice et la question est de savoir comment est-ce que la société va être capable de s'adapter à cette modification. On enchaîne avec la question que vous voulez. Ça ne sert à rien que je dise. Ce sera aussi pour le père Benanti. Justement, vous venez de dire qu'il faut que la société impose des règles, et j'évoquais justement la question avec Mme Barral au niveau des États. Vous faites partie du comité de réflexion de l'ONU sur la question de l'intelligence artificielle. Quelles seraient vos recommandations, à vous, de choses qui ne sont pas mises en place aujourd'hui pour réguler, encadrer l'IA éthiquement, socialement, économiquement, etc., etc. I think that you will pardon me if I use a metaphorical answer, just to stay in 2 minutes answer. The last time that the machine was competing with a man, the name of the machine was car. And car is faster than human beings, and car can kill a human beings. So we put the code of the street as a regulation to avoid accident. When we developed the code of the street, we didn't constrain, as Joel said, the freedom of people to go in a direction. We simple as a rule, if there is red, you stop. If you have green, you pass. Okay, we need the same things. We need ethical guardrail, not to constrain the freedom in the research of AI, but to avoid accident. Alors,
Vous m'excuserez si j'utilise une métaphore pour vous répondre, mais vous savez, la dernière fois qu'on a essayé d'utiliser une machine pour remplacer l'homme, en fait, cette machine s'appelait la voiture. Et la voiture, elle était plus rapide que l'homme, et la voiture était capable de tuer un être humain. C'est la raison pour laquelle on a mis en place le code de la route, pour essayer d'éviter justement qu'on se tue entre soi en voiture. Et comme Joël l'a dit tout à l'heure, l'idée, ça n'est pas d'empêcher, c'est ce qu'on a fait avec le code de la route, c'était pas d'empêcher les voitures d'aller dans une certaine direction, c'était simplement d'arriver à faire en sorte, avec des stops, avec des céder le passage, etc., qu'on puisse réguler tout cela pour qu'on ne se tue pas sur la route. Eh bien, c'est la même chose avec l'IA. Il va falloir essayer, sans empêcher les uns et les autres d'aller dans une direction ou une autre, éviter les risques. Alors, il est 17h40. Le but de la Cité de la Réussite, c'est aussi de laisser la parole au public. Vous allez pouvoir poser vos questions. Je vous demanderai juste dans vos questions d'être synthétiques, s'il vous plaît, pour pouvoir accorder la parole au maximum de personnes. Et le but, c'est d'avoir des dialogues qui enrichissent tout le monde, évidemment. Donc, pour les personnes qui veulent poser des questions, vous pouvez lever la main. Le panel, vous pouvez encore aussi poser vos questions. N'hésitez pas. C'est toujours la première question la plus difficile. Et pourtant, il y a beaucoup de mains levées, c'est incroyable. C'est impressionnant. Merci beaucoup à toutes et tous pour ce panel. Avec ma voisine, nous travaillons dans le secteur de l'écologie, dans le secteur privé. La question de l'énergie a été effleurée. Est-ce que vous pouvez vous lever comme oui, ça? Pardon. Parce que tout le monde cherche du regard qui parle. Oui, je suis là. Donc la question de l'écologie a été effleurée. Et concrètement, sait-on si nous avons assez d'énergie disponible pour fournir de l'IA à tout le monde de manière équitable? Vous posez votre question à une certaine personne en particulier ou à tout le monde? Alors peut-être vous, Madame Heidemann, vous avez effleuré ce sujet, ou Monsieur Duranton, comme vous souhaitez. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, hein, ce qui consomme beaucoup d'énergie, c'est l'entraînement des modèles. Et donc c'est pour ça qu'il y a une course, j'allais dire, au déploiement c'est les hyperscalers, hein, de gigantic data centers. Et surtout, c'est la puissance de compute, de calcul, qui sont dans ces data centers. Ce qui est sûr, c'est que si on pense IA at scale, le modèle ne sera pas le même. Et donc il y a énormément de recherche aussi dans ce domaine de l'efficacité de l'IA. Et on voit bien que demain, vous aurez, d'ailleurs aujourd'hui, vous avez des téléphones portables qui ont une puissance de calcul qui est celle des PC ou des Mac qu'on avait il y a encore quelques années. Donc ça évolue à une puissance, à une vitesse qui fait que l'IA demain, elle ne sera pas que dans des gros data centers, vous l'aurez dans votre téléphone. Et effectivement, il y a des progrès colossaux qui sont faits à la fois sur les batteries, sur le calcul, et puis il y en aura dans nos réseaux qui permettront d'être à l'edge. Donc tout ça, ça va évoluer. Mais bien sûr, la consommation énergétique est quelque chose qui est pris très très au sérieux par tous les grands acteurs de la tech. Et Google a pris des engagements très très forts, hein, y compris sur verdir l'énergie, l'empreinte carbone. Mais il y a énormément de recherches pour aller optimiser ce sujet-là, optimiser tout ce qui est algorithme, optimiser utilisation de calcul et optimiser puissance énergétique nécessaire. Peut-être du côté de Google, justement, comment vous abordez cette question ? Oui, je crois que Christelle a très bien répondu. C'est-à-dire que côté recherche, avec mes équipes de recherche, on a tous intérêt à ce que les modèles soient beaucoup plus efficaces. Ce qui a permis les LLM qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les transformers, c'est-à-dire l'architecture et la puissance de calcul qui permet de les faire tourner sur quelque chose de distribué. Et donc c'est là où à la fois on a réussi avec énormément de puissance de calcul à voir jusqu'où on pouvait aller, mais ça va extrêmement vite à rendre ces modèles de plus en plus efficaces et à les rendre aussi beaucoup plus modulaires. C'est-à-dire que quand vous avez entraîné un modèle, l'information peut changer, soit parce qu'il y a de l'actualité, mais aussi quelquefois, prenez la médecine, parce qu'on a fait des nouvelles études et que quelque chose qu'on considérait comme vrai ne l'est plus. Et donc il faut aussi réussir à réajuster ces modèles, soit à ce qu'ils désapprennent ce qu'ils ont appris auparavant, soit à ce qu'ils apprennent juste la connaissance supplémentaire. Et évidemment, commencer à chaque fois à zéro, c'est extrêmement coûteux et pas du tout optimal. Donc on fait énormément de recherches aussi pour voir comment on va pouvoir rendre nos architectures plus modulaires pour s'adapter au mieux. Et c'est effectivement fait différemment en fonction aussi des sujets
sur lesquels on travaille. Et Sylvain, vos clients chez BCGX, vous parliez tout à l'heure d'un comité éthique, est-ce que vous posez ces questions justement qui sont primordiales, les questions écologiques? C'est des questions très importantes. Je pense qu'il y a aussi une recherche aujourd'hui au niveau des microprocesseurs. Il y a des nouvelles architectures qui vont remplacer les architectures actuelles. Tout ça, c'est pour gagner en efficacité. Je pense que la consommation va monter de façon exponentielle de toute façon avec les nouveaux usages, les nouvelles générations de modèles. Il y a un point extrêmement important, et tu en parlais Christelle, c'est la mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, sur le CO2, l'énergie qui sont utilisées pour les nouvelles technologies, on n'y connaît rien, on ne sait pas. En fait, la plupart des utilisateurs, ils connaissent exactement leur consommation d'essence, ils savent ce qu'ils font sur une nouvelle technologie, rien du tout. Et là, je pense qu'on ne fera pas de progrès s'il n'y a pas de gros progrès sur la mesure. Il y a différentes solutions qui existent. Nous, on en a open sourcé une qui s'appelle Code Carbone, qu'on avait développée avec Mila, à l'Institut de Joshua Benjo. Il y a la Green Software Foundation, qui a aussi tout un tas de bonnes pratiques pour les codeurs, qui a aussi un outil qui est le Software Carbon Intensity Index. Donc il y a tout un sujet de mesure pour être capable de progresser et d'adresser ce défi qui, effectivement, est très important. On va prendre une autre question, peut-être. Il y a une question ici. Ouais. Je ne sais pas qui a le micro. Oui, je l'avais. Ah, je suis c'est désolé. bon. Bah, allez-y, très bien. Est-ce que vous pouvez vous lever aussi Oui, avec plaisir. J'avais une question sur... très bonne question. J'aurais aimé avoir un droit de suite là, sur le code de la route. Je trouve quand même que l'analogie est audacieuse, dans la mesure où le code de la route il a été fait par des législateurs qui, a priori, avaient été élus. Et là, on est en train de se dire que toutes les règles que vous êtes en train d'imaginer et toutes les règles éthiques également que vous présupposez bonnes pour l'humanité sont quand même régies par des corporations, des entreprises, et donc qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément et naturellement alignés avec le bien public. Donc moi, j'ai un petit doute avec l'analogie et j'aimerais bien que vous vous exprimiez là-dessus. Je crois que c'était une réponse à Paolo. Well, actually, we talk as a European, and in Europe we have rules that are not made by company. AI Act is made by elected people at the European Parliament. So if there is something that we can say really loud and straight, in Europe are not the company that are ruling AI. And this is the reason why Apple Intelligence is not coming to European market. They say that. Simplement. I'm not saying this. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, on s'exprimerait. Moi, je m'exprimais en tant qu'Européen, et en Europe, les règles ne sont pas fixées par des entreprises privées. Quand on parlait tout à l'heure de l'AI Act, de la législation européenne sur l'intelligence artificielle, elle a été adoptée par des députés européens au Parlement européen. Et donc ici, l'IA est effectivement réglementée par des personnes qui sont élues. Après, si je peux juste me permettre, on sait qu'il n'y a jamais eu autant de lobbying au niveau de la Commission européenne sur les questions d'intelligence artificielle. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi, je pense pour rebondir un peu sur la question et pour aller dans le sens de la question, est-ce que finalement ce qu'on appelle le bien commun, c'est pas uniquement le bien des entreprises? Moi, je voudrais répondre juste peut-être rapidement côté scientifique, c'est-à-dire qu'on a fait un salon de la science à Londres en début de semaine avec un certain nombre de prix Nobel qui nous ont rappelé, par exemple, pour la technologie CRISPR, que c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'au début, on ne savait pas très bien comment la réguler, donc qui permet d'éditer des gènes pour ensuite répondre à un certain nombre de maladies potentiellement, et que c'est la communauté scientifique qui s'est réunie entre elles pour dire voilà de quoi la technologie est capable et voilà les garde-fous qu'on veut mettre. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit ça, par exemple, sur AlphaFold. Nous, on a eu la même approche au moment où on a réussi à prédire la structure en 3D de l'ensemble des protéines connues de l'humanité, de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette technologie. Et on n'a pas décidé entre nous de la mettre en open source à disposition. On a fait appel à des experts, à la communauté scientifique. On leur a demandé qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de ça. Et c'est eux qui nous ont dit mettez-la à disposition des biologistes. Et je vous rejoins tout à fait sur le fait que pour ces questions, on a besoin de travailler avec l'ensemble de la société civile, avec les entreprises, avec les gouvernements, pour décider d'où on veut aller et de quel garde-fou on veut mettre pour cette technologie. Absolument. On enchaîne avec une autre question. Je ne sais pas qui a le micro, du coup. Monsieur, là, qui lève la main en premier depuis tout à l'heure. Patrick Butor, et c'est une question sur le même sujet, toujours pour Madame Barral. Vous avez évoqué comme manière de progresser pour l'acclimatation démocratique à la technologie
de mélanger, si j'ai bien compris, expérimentation et débat public. Mais c'est quelque chose qui est très peu organisé. Quel cadre vous imaginez pour faire cela? Alors c'est intéressant, dans le sens où je crois qu'on est encore au début. C'est-à-dire que, par exemple, ici, c'est un débat public sur l'IA. Donc c'est un exemple de forum. Je faisais partie de la commission IA qui avait été mandatée par le gouvernement, qui est aussi dans la préparation du sommet IA qu'on aura mi-février. Et quelque chose que Gilles Babinet essaie de mettre en place s'appelle les cafés de l'IA. Donc c'est vraiment réussir à avoir ces débats de façon décentralisée, à échelle, pour dialoguer avec un très grand nombre de Français sur la technologie, en donnant des outils pour expérimenter, donc pour que les uns et les autres puissent commencer à faire encore une fois ce que j'espère vous avez tous fait, c'est-à-dire de les tester, de voir dans quelle mesure ils répondent à vos interrogations ou vos cas d'usage. Et donc je crois que, encore une fois, ça va dépendre des domaines. En santé, donc moi je m'occupe beaucoup des équipes qui travaillent sur les grands modèles pour répondre à des questions de santé de façon générale, donc que ce soit avec des médecins, des hôpitaux, etc. Et là encore, on a absolument besoin des experts. Donc on travaille avec des médecins. En fonction des pays, on travaille aussi avec les académies de médecine ou les sociétés savantes qui aujourd'hui ont souvent encore une fois, il faut vraiment arriver à le faire par domaine précis, puisque chaque domaine a aussi sa façon de fonctionner, ses forums propres. Et donc j'ai un peu des difficultés à vous répondre de façon générale, parce que je crois que ça dépend vraiment, est-on en train de parler de biologie, de santé, de modèles qui peuvent être utilisés dans l'éducation, etc. Et donc une fois qu'on a réussi à trouver ces cas d'usage précis, là il faut engager ce que vous proposez également pour que, que tout le monde fasse partie de cette construction. Peut-être deux sujets rapidement sur ces affaires de régulation. Le premier, c'est si on reprend votre analogie sur le code de la route. La difficulté, c'est qu'en quelques années, il faut qu'on régule à peu près tous les secteurs, parce que ça se passe partout. Donc il y a une espèce de masse qui nous tombe dessus. Et surtout, si on régule, ça risque d'évoluer encore plus. Et de toute façon, ça continue à évoluer. Et du coup, ce que je pense, c'est qu'en Europe, on a cette régulation qui est démocratique. En revanche, on a besoin d'aller beaucoup plus dans des détails par secteur. Et là, je trouve que parfois les entreprises sont un peu trop en arrière de la main, à se dire on va voir ce que Bruxelles va nous pondre et puis on verra bien. Non, il y a 9 chances sur 10 que ce soit compliqué, bureaucratique, oulala, ça va être la catastrophe, on ne pourra plus faire d'IA en Europe. Je pense que c'est très important par rapport à ce que vous dites. Il ne faut pas le voir, je pense, comme du lobbying négatif, mais que par secteur, les industries aident à faire atterrir les standards qui sont à peu près pragmatiques compte tenu des contraintes de l'industrie, pour faire avancer les choses, mais dans un dialogue évidemment avec un régulateur démocratique. Après, il y a un autre sujet dont on a peu parlé là sur la partie régulation qui me paraît extrêmement important, c'est d'assurer de la diversité, de la multiplicité d'acteurs. Et aujourd'hui, il y a eu un peu des débats, notamment aux États-Unis, mais finalement ces technos sont tellement structurantes, importantes et stratégiques qu'il faut surtout éviter qu'il y ait trop d'acteurs qui se multiplient. Je pense que pour le dialogue, pour la régulation, pour la confiance, le fait qu'on arrive à générer plusieurs écosystèmes, c'est très important. On ne peut pas être dans des situations où quelques grands acteurs tiennent cette technologie. Pour répartir, oui, une seconde, juste pour répartir un peu la parole. Si vous avez des questions pour Christelle, n'hésitez pas. Voilà, très bien, vous avez le micro, c'est incroyable. Michel Picos, justement pour Christelle Edelman. Il faut rapprocher un peu le micro. Michel Picos, justement pour Christelle Edelman, elle parlait tout à l'heure de la capacité des data centers, et ça pose un vrai problème parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est monté en puissance sur l'énergie, mais l'énergie, aujourd'hui, on l'a fait sur du renouvelable, et il est intermittent. Donc ça pose un vrai problème pour justement cette montée en énergie. Et puis le deuxième point qui est important aussi, c'est que la CSRD, donc la nouvelle comptabilité qui va tenir compte de l'environnement, aujourd'hui même les experts comptables ne sont pas en mesure de la faire. Alors on fait comment ? Alors là, on est sur une question, on s'éloigne un peu de l'IA, si on ne me lançait pas sur la CSRD. Mais c'est-à-dire que la régulation, là je vais le dire quand même une bonne fois pour toutes, la régulation, on en a déjà beaucoup plus en Europe que dans d'autres parties du monde. Non, en Europe, pas que en France, mais alors en France, effectivement, on est ensuite les champions de la transposition européenne, donc on en a parfois plus. Non, mais on a besoin de régulation. Je mets le sujet CSRD, c'est un sujet de grand groupe, je ne suis pas sûre que ça intéresse beaucoup le débat public, mais c'est quand même un exemple où on part d'une bonne idée, qui est de dire qu'il faut avoir plus de transparence, plutôt pour les investisseurs d'ailleurs, sur des critères extra-financiers, pour éviter le greenwashing. Je caricature, mais voilà.
Et on crée une usine, effectivement, à reporting sur lequel, finalement, toutes les entreprises européennes vont se retrouver plutôt défavorisées dans une compétition mondiale parce que les frontières sont ouvertes et que tous les concurrents non européens vont pouvoir regarder beaucoup plus ce que font les entreprises européennes. Maintenant, quand on parle d'IA et de régulation, parce que je reviens sur le débat qu'on a eu, ce qui est vrai, c'est qu'il faut faire attention, parce que je prends le sujet de la vie privée. On a la RGPD, mais finalement, Internet s'est déployé, personne ne se posait la question de la protection de la vie privée. Et puis d'ailleurs, tout le monde a trouvé très très intéressant de pouvoir communiquer, de mettre ses photos, de cliquer, de partager ses données, parce qu'on y voyait un usage. Et puis, a posteriori, quand même, il y a eu cette réflexion de se dire, mais il faut pouvoir permettre aux individus de protéger leurs données et puis de demander à effacer finalement tout ce qui est dans l'Internet. Et donc, on a mis une régulation a posteriori d'un développement qui était quand même massif, où effectivement aujourd'hui il y a énormément de données. Et d'ailleurs, j'invite à ne surtout pas... il faut éduquer les enfants, hein, parce que c'est d'ailleurs en général les jeunes qui sont beaucoup plus ouverts et qui ne se rendent pas compte. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a aussi un moyen de réguler après qu'on ait eu des cas d'usage, après qu'on ait testé, après qu'on ait vu les avancées. Et là, le débat public est intelligent. Parce que ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que la technologie va tellement vite qu'on n'est aucun d'entre nous, à part Joël, on va dire, enfin certains d'entre nous, mais personne n'est expert de ce que permet la technologie. Et finalement, ce qu'on essaye de réguler, ça peut être effectivement les algorithmes, les biais dans les algorithmes, mais c'est surtout les dérives dans les cas d'usage. Et donc c'est ça, si on ne laisse pas quelque part essayer, alors il y a déjà beaucoup de régulations, il y a beaucoup de choses qui sont de la fraude. Je parlais des sujets d'attaque de cybersécurité. Il n'y a pas besoin de rajouter de la régulation. Tout existe déjà pour protéger le consommateur. Par contre, c'est plutôt la mise en œuvre derrière des mécaniques pour que, bien que la régulation existe, le consommateur sache utiliser ce qui existe pour se protéger, pour se faire rembourser. Voilà. Donc on voit que ce n'est pas qu'un sujet de régulation, c'est vraiment un sujet de mise en œuvre à échelle d'information, et puis que l'écosystème public, privé, législatif, administration, finalement, comprennent la puissance de ces technologies. Et malheureusement, ça prend du temps parce qu'on est tous des êtres humains et que pour qu'un débat public soit de qualité, il faut quand même qu'il y ait des débats comme celui-là, que la technologie avance et que finalement, on sache un peu de quoi on parle. Merci beaucoup. On a 5 minutes, c'est le temps pour à peu près 2 questions. Alors, il y a une question là-bas depuis tout à l'heure, si on peut avoir le micro. Merci beaucoup. Bonjour. Il faut parler bien dans le micro. Vous m'entendez? Super. Super. Récemment, il y a quand même des grands acteurs de l'IA qui ont signé une lettre. On a Daniel Ek de Spotify et Niran LeCun. Donc, ma question est la suivante. Ils ont averti que la fragmentation de la réglementation européenne pourrait freiner l'innovation et la compétitivité face aux grands acteurs, aux grands géants qui sont aux États-Unis. Et dans ce contexte, pensez-vous que ces régulations européennes risquent de limiter la compétitivité de l'Europe face aux États-Unis? Donc, c'est une question qui s'adresse à l'ensemble du plateau. À l'ensemble du panel. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je reçois régulièrement des demandes de grands acteurs mondiaux pour signer ou co-signer des pétitions et qu'on les regarde toujours avec 2 prismes. Un prisme qui est effectivement ne pas faire en sorte que l'Europe soit en arrière. Et c'est vrai que malheureusement, quand on rajoute de la régulation, des acteurs mondiaux qui ne sont pas européens, ils vont avancer. Et puis, comme ça prend plus de temps ensuite de mettre la technologie aux standards européens, ça veut dire qu'on aura certaines briques technologiques plus tard. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf. On est quand même dans un monde compliqué. Et si on veut effectivement que l'Europe trouve sa place, que des sociétés, des entrepreneurs européens, que la technologie européenne se développe, il faut aussi mettre une forme de... Alors, pas de barrière, parce que ce n'est pas une barrière, mais de permettre de la diversité, on va dire. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est des sujets qui sont très compliqués. Hein, parce que l'Europe, elle n'a pas la taille du marché américain ou du marché chinois. On n'a pas beaucoup parlé de la Chine, hein, mais alors là, c'est des valeurs, etc., qui sont très, très différentes aussi, mais ça avance très, très vite.
Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est des sujets qui sont pas faciles. On va prendre une dernière question qui ne porte pas sur la régulation, parce que les 3 dernières questions ont porté sur ça. Alors, qui était dans le collimateur? Ok, très bien. Je le gère. Oui, on a parlé des data centers, des gros data centers, et on a aussi parlé de la puissance des téléphones mobiles. Donc, la question est, quelle est votre perception sur la proportion à terme entre l'IA centralisée et l'IA décentralisée? Très bonne question. Je ne crois pas qu'il y ait une seule réponse. Et je pense que selon les cas d'usage, ce que je peux vous dire, c'est que chez nous, en tout cas, on a des équipes qui travaillent pour se dire, parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'entre les grands data centers et le téléphone, il y a nos réseaux. Et donc, c'est un sujet très, très stratégique pour un opérateur comme Orange de se poser la question de quels seront les meilleurs réseaux pour l'IA demain. Nos réseaux, ils ont été depuis 10 ans transformés pour diffuser de la vidéo. Dans les années 2000, on faisait de l'Internet. Depuis 2010, les Netflix et autres sont arrivés. Pendant les JO, vous avez tous regardé en ligne les épreuves de Léon Marchand sans vous rendre compte de ce qui se passait derrière. Mais je peux vous assurer que le trafic 5G, il a doublé à Paris par rapport à ce qu'il était à l'été 2023. Et donc de se dire, voilà. Et or, l'IA, ça ne va pas être des typologies de trafic comme de la vidéo, parce qu'il y aura beaucoup plus. Ça va être voilà, comme de la vidéo, mais en temps réel et avec des taux de latence très bas et beaucoup d'allers-retours. Donc, c'est des vrais sujets. Mais le sujet de où sera évidemment la puissance de calcul, il y en aura partout de toute façon. Et il y a le sujet puissance de calcul, et c'est une question aussi très intéressante, parce qu'il y a aussi un côté vie privée, où ce qui est sur le téléphone, sur le device, c'est un peu la question qui était posée tout à l'heure. On peut le détruire, et on détruit ce qu'il y a dessus aussi. Et donc, pour des applications médicales, par exemple, vous pouvez garder un certain nombre de données qui sont à vous sur le téléphone, tout en utilisant un grand modèle qui est entraîné dans le cloud. Et ça permet, avec des questions très difficiles de differential privacy, de savoir comment faire ça correctement, à la fois bénéficier de la connaissance qui s'adapte au plus grand monde, tout en ayant une mise en résonance avec vos données propres. Donc c'est une question très pertinente et qui rejoint des sujets de recherche qui aujourd'hui sont vraiment au niveau de recherche fondamentale, où on n'a pas la réponse. Donc c'est une façon un peu longue de dire qu'on n'a pas du tout la réponse à cette question, qu'on ne sait pas si demain ce sera l'un ou l'autre qui sera le plus pertinent. Paolo? Let me give the democratic and the global governance perspective. We start computing with mainframe. All the computation happen in one place. We get personal computation. The last chain is mobile phone. Now, with cloud, we are centralizing again such kind of things. Pandemic show us that a lot of democratic space is not anymore analogical, but is a computational space. And cloud can centralize some part of this computational democracy. The way in which we play this challenge in the next 5 years, it will be what it remains of democracy space. Alors, je voudrais terminer peut-être pour parler de la gouvernance mondiale et de la démocratie. Alors, pour l'informatique, on est parti de systèmes qui étaient uniquement pour les États. On est passé aux ordinateurs personnels. Et puis ensuite, l'évolution, ça a été vos téléphones portables. Et on voit que cette évolution s'est faite petit à petit. Et si la pandémie nous a montré une chose, c'est qu'en fait, il y a de nombreux espaces démocratiques qui ne sont plus du tout analogiques, qui sont devenus vraiment numériques. Il y a beaucoup de place accordée au cloud. Et je crois que ce qu'on arrivera à faire de cet espace, justement, de ce nouvel espace du cloud dans les 5 prochaines années va déterminer l'avenir de la démocratie. Merci beaucoup pour cette traduction. On va clôturer le débat ici. Je voudrais que vous remerciez le panel avec vos applaudissements. On a réussi... Alors, comme vous en doutez, la question de la confiance en l'IA, elle est très très vaste. On aurait pu durer ce débat encore très longtemps. Merci encore d'être venu et à bientôt.